Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel entretien avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora. Et notre invité du jour est Charles Sana, éditorialiste économique et auteur de la lettre Insolentiae. Alors merci beaucoup d'être avec nous, Charles. Bonjour, merci. Alors cette rentrée politique et économique, elle s'annonce assez tendue. On a une dette publique qui est hors de contrôle, des taux d'emprunt à long terme qui atteignent des niveaux critiques, et bien sûr une instabilité politique qui perdure. Donc François Bayrou a décidé d'engager la responsabilité du gouvernement via un vote de confiance le 8 septembre, un rendez-vous qui pourrait s'avérer décisif sur le plan politique. Alors Charles, à quoi doit-on s'attendre concrètement ce jour-là? Écoutez, je ne sais pas parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais d'après les observateurs observants et les analystes analysant, il semblerait que ce vote de confiance se transforme dans des proportions statistiques assez défavorables en un vote de défiance pour le Premier ministre et donc pourrait s'orienter a priori vers la chute du gouvernement. Et donc, se posera la question de ce que décidera le président de la République derrière, soit renommer un nouveau Premier ministre, qui pourrait être a priori plutôt quelqu'un de gauche ou du centre-gauche, ou aller au hasard du Parti socialiste et le charger de former un nouveau gouvernement en espérant que ce dernier ne tombe pas. Et donc, si on en croit Nicolas Sarkozy, qui s'est lui aussi livré à des prédictions, eh bien, il a dit que Emmanuel Macron n'irait pas dissoudre tout de suite, qu'il allait nommer un nouveau Premier ministre, que ça allait mal se passer, qu'on allait perdre 3 mois et qu'il finirait par faire un retour aux urnes avec une dissolution. Voilà. Bon. Alors, est-ce que Macron va dissoudre tout de suite ou dissoudre après? Pareil, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas dans l'esprit complexe, hein, sans doute trop complexe pour que je le comprenne, du président de la République. Je vous rappelle les paroles d'un grand macroniste qui disait qu'ils étaient certainement trop brillants, trop intelligents, avec des pensées trop complexes pour être compris par le petit peuple des Gilets jaunes. Voilà. Et alors Philippe, qu'est-ce qu'un retour aux urnes impliquerait pour les citoyens français? Alors, ce que ça impliquerait, c'est le choix, toujours au sein du même effectif, majorité minoritaire, soutien à cette majorité majoritaire de la part de tous les traîtres et transfuges des autres partis qui rêvaient des ors de la République. Et puis, le plus souvent, une fausse opposition. Euh, je rappelle quand même que M. Mélenchon a fait élire par 2 fois Emmanuel Macron et a par 2 fois soutenu des candidats pro-Macron aux législatives. C'est-à-dire que ça a été le meilleur auxiliaire, peut-être même devant François Bayrou, qui a toujours tout approuvé, tout en faisant semblant de critiquer. Et puis, vous avez une droite un peu plus à droite, et qui, en l'espace de 3 ans, a embrassé à peu près tous les incontournables de l'européisme, eurofédéralisme, soutien à l'Ukraine, vive l'euro. Et quand on a l'occasion de censurer le gouvernement Bayrou, on s'abstient. Et c'est ça le drame, c'est que ce sont toujours les mêmes têtes et les responsables de cette situation, ce ne sont pas les gens de bonne volonté, compétents et patriotes qui mentent, ce sont les médias qui les ostracisent délibérément, qui les oblitèrent totalement, de telle sorte que le citoyen n'a toujours que le choix entre les mêmes, et on aboutit toujours à cette équation, le président mal aimé, mais qui est défendu par les castors. Et on va nous refaire le coup. Alors là, cette fois-ci, le PS est sorti du bois de façon un petit peu plus manifeste que lors des potentielles élections précédentes. Là, on a une véritable offre de service de la part d'Olivier Faure. Or, je rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017 grâce à des transfuges
du Parti socialiste qui, sans cette conversion au macronisme, se serait fait balayer pour l'ensemble de leur œuvre. Les socialistes qui ne pèsent presque plus rien, mais qui monopolisent pratiquement tous les pouvoirs, hein, le Conseil constitutionnel. Monsieur Moscovici, à la Cour des comptes, est également issu de leur rang. Delphine Ernotte et la plupart des grands décideurs dans les médias sont des transfuges ou appartiennent au Parti socialiste. Et je dois dire que le PS, ils ont un double génie. D'abord pour constamment prendre les plus mauvaises décisions pour le pays, mais se maintenir au pouvoir quand bien même il ne pèserait plus rien. Et là, on va nous refaire le coup, on va nous dire, ah bah oui, finalement, le PS, quand même, c'est un vrai parti de gouvernement, et on convoquera une nouvelle fois tous les castors, et Jean-Luc Mélenchon, même si aujourd'hui on peut pas envisager une alliance LFI-PS, dira quand même que ça vaut mieux que Monsieur Bardella. Et puis, évidemment, pour élargir un petit peu cette majorité constitué totalement à l'encontre du désir des Français, de la géographie du vote des Français, eh bien, on retrouvera bien sûr quelques traîtres de droite, des Woerth, des Retailleau, pour essayer de compléter un gouvernement qui finira bien par tomber. Mais quand on voit le comportement des marchés, et on voit que le CAC, finalement, depuis le 25 août, a bien refait une partie de son retard, et que finalement, la tension des taux, quelque part, on retrouve un peu la même au Japon, aux États-Unis, et même en Allemagne, où le 30 ans est au plus haut de l'histoire, ou quasiment. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que les marchés sont déjà en train d'envisager ce que j'envisage, c'est-à-dire une nouvelle douille d'Emmanuel Macron avec ses habituels complices du PS qui sont littéralement machiavéliques, hein, pour se maintenir au pouvoir quand dans les urnes il ne représente rien. Donc voilà, ça sera à nouveau, à mon avis, un gouvernement illégitime, mais qui fera très très plaisir au marché, parce que ce qui compte, c'est que effectivement, on ait une apparence de gouvernement euro-fédéraliste, pro-Ukraine, pro-euro, pro tout ce qu'on veut. Ça rassurera. Et en plus de ça, le budget 2026, quelque part, on essaiera de reprendre les bases du budget 2025. On supprimera éventuellement les 2 jours de congé travaillés et tout le monde sera content. Alors justement, on va parler un petit peu de la fiscalité. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent d'ailleurs à télécharger le rapport des publications Agora qui se trouve en description de la vidéo. Donc vous y trouverez tous nos conseils pour faire face à l'alourdissement de la fiscalité à venir. Alors Charles, est-ce qu'on doit justement s'attendre à un tour de vis dès la rentrée sur le plan fiscal? Dès la rentrée, je ne sais pas, parce que pour ça, il faut quand même un gouvernement en situation d'agir, un gouvernement en situation de passer un budget. Donc finalement, aujourd'hui, la meilleure protection de l'épargnant, c'est la censure de Bayrou, hein, et l'impossibilité de passer un budget avec une nouvelle loi de finances et donc avec de nouvelles taxations. Donc ça, c'est plutôt, du point de vue de l'épargnant, une bonne nouvelle qui est pas de gouvernement capable de nuire encore plus. Euh, Après, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas d'affolement sur les marchés, alors bon, euh, euh, deux idées que je vais soumettre à la réflexion de tous ceux qui nous écoutent. La première, c'est que on n'a pas d'affolement sur les marchés. On a effectivement une tension sur les taux, mais le 30 ans monte à peu près partout, hein. Il monte au Japon, il monte en France, il monte aux États-Unis. C'est assez logique. Les banques centrales arrêtent de racheter les obligations. Qu'elles arrêtent les quantitative easing, le mot pompeux pour dire qu'elles arrêtent de créer de la monnaie pour acheter des dettes avec de l'argent qui n'existe pas, et elle laisse le marché financer. Donc, quand tout le monde a beaucoup de dettes au même moment et que vous devez l'équilibrer avec l'épargne disponible, eh bien forcément, c'est l'offre et la demande, hein, c'est le marché obligataire
qui reprend son fonctionnement normal. Et donc, il y a un ajustement qui se fait entre l'offre d'épargne et la demande d'argent, donc de dette, par le prix d'équilibre qui est le taux d'intérêt. Donc, c'est normal que dans ce contexte, les taux d'intérêt montent. Si jamais les taux d'intérêt devaient monter trop, on peut penser que les banques centrales à travers le monde interviendraient à travers une intervention qu'on appelle concertée des différentes grandes banques centrales, peut-être évidemment la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, la Banque centrale, la Banque d'Angleterre ou la BOJ, qui est la Banque centrale du Japon, la Bank of Japan. Donc on peut penser qu'il y aurait une intervention si jamais les taux devaient vraiment, véritablement rentrer en zone rouge. On n'en est pas forcément très 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 loin. Donc ça, c'est la première idée et la première réflexion à partager, c'est que objectivement, même si les taux se tendent un peu, même s'ils montent, aujourd'hui, ils ne sont pas hors de contrôle et pour la France, ils ne sont pas hors de contrôle non plus, même si le fait d'emprunter plus cher que le Portugal ou l'Espagne peut piquer un peu notre ego. Mais bon, il y a pas de panique en la demeure. Ça, ça repose sur l'idée que les marchés considèrent que la population française, le contribuable français, il est caution solidaire de manière infinie de l'État français et du gouvernement. C'est-à-dire la solvabilité de la France repose évidemment sur toutes les cellules qui composent le corps France, et toutes ces cellules qui composent le corps France, ce sont les 50 millions, 40 millions, non pas de consommateurs, mais de contribuables et de gens qui vont payer des impôts, de la TVA, de l'IRPP, du prélèvement à la source, etc., etc. Alors, vous a pas échappé le débat relancé sur l'héritage par Madame Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. La deuxième grande idée que je voulais soumettre à la réflexion de tous ceux qui nous écoutent, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, je pense que le véritable danger aujourd'hui pour la stabilité financière de la France, c'est pas un danger économique. Aujourd'hui, on sait maintenir la solvabilité de l'économie française avec un savant mix de légères baisses de dépenses et de bonnes hausses d'impôts, et on sait maintenir l'illusion de la solvabilité. Attention, hein, on ne sait absolument pas régler le problème, mais on sait maintenir l'illusion de la solvabilité, c'est-à-dire en clair, être capable de financer non pas le remboursement de la dette, mais le service de la dette qui est le paiement des intérêts. Et donc ça, avec des petites hausses d'impôts, notamment sur l'héritage ou les fiscalités sur l'héritage, etc., en spoliant les héritiers, on saurait faire. Donc, le danger vient pas de là. Le danger va venir éventuellement d'un dérapage de la situation politique qui entraînerait un dérapage de la situation sociale et une situation hors de contrôle dans les rues françaises. Et je pense que le risque, il se situe à ce niveau-là. Et la véritable question est de savoir si ce qu'on appelle les partis de gouvernement, que vous connaissez tous, hein, c'est le PS, c'est les Républicains, c'est Ensemble, En Marche, Renaissance, bon bref, devant, derrière, et la Macronie, ces partis-là ont-ils un intérêt objectif à diriger le pays dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? Je vous le dis autrement, les décisions à prendre aujourd'hui, les mesures politiques à prendre pour assurer la solvabilité, encore une fois, pas rembourser la dette, mais assurer la solvabilité, sont des mesures par nature impopulaires. Et donc là, vous avez deux manières de voir les choses d'un point de vue politique. Soit vous êtes un parti politique dit classique, et à ce moment-là, vous rejoignez une union nationale, d'accord? Et donc un gouvernement d'union nationale, allant du PS au LR pour démocratiquement assumer et et payer le résultat de la politique cumulée de tous ces partis. Et donc ils se mettent d'accord entre eux pour régler le problème. Première hypothèse. Et donc évidemment, s'ils font ça politiquement, ils risquent d'en payer le prix pour les années à venir et les siècles des siècles. Soit vous refilez le bébé et la patate chaude à des partis qui n'ont aucune chance de diriger autrement que dans un moment où on leur refilerait la patate chaude. Et là, vous avez deux candidats.
à la direction de la France dans une situation inquiétante, c'est LFI, à qui jamais le système ne confierait les clés du camion, ou le RN, à qui jamais le système ne voudrait confier les clés du camion. Alors ça s'est déjà passé hein, dans l'histoire de France. La dernière débâcle, elle n'était pas financière, elle était militaire. C'était en juin 40 et ils ont refilé les clés du camion en votant comme un seul homme les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, réunis hein, toutes ces belles forces démocratiques et bien pensantes, réunies en congrès, donc sénateurs plus les députés ont voté comme un seul homme dans le cadre du Parlement les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ils ne sont que 80 sur 600 ou 700, hein, donc moins de 10% à s'être opposés au plein pouvoir pour le maréchal Pétain. Tout ça pour dire que bah là, pareil, tous ceux qui avaient failli et qui avaient amené la France dans la débâcle n'ont pas voulu au moment de la débâcle assumer le résultat de leur politique. Est-ce que on va connaître un moment similaire? La probabilité que l'on connaisse un moment similaire où la classe politique n'aurait pas envie d'assumer les conséquences de ces politiques cumulées pendant ces 50 dernières années est un scénario parfaitement crédible. Si c'est ce qui se passe, si c'est ce qui se passe, alors ça veut dire qu'on va se retrouver soit avec le RN, soit avec LFI. Quand on lit les derniers sondages, a priori, 46% des Français, ou 41%, je ne sais plus, les auditeurs et les spectateurs corrigeront dans les commentaires YouTube en dessous, mais c'est soit 41, soit 46, selon le dernier sondage ELAB, souhaitent un gouvernement RN, et ça ne change pas grand-chose, on va débattre, on va partir de 41%, on va prendre le chiffre le plus bas, face à 18% qui souhaitent un Premier ministre LFI. Donc, dans les urnes, a priori, la messe est dite. Ce sera une victoire du Rassemblement national si le système ne veut pas assumer ses propres errements. Et donc, s'il ne veut pas assumer ses propres errements, vous savez quoi? Il ne fera pas de front républicain et il ne fera pas de barrage de Castor Junior. Castor Junior étant une référence hautement littéraire pour les gens à barbe grise comme moi qui lisaient Donald, Picsou et voilà, c'est les petits-neveux de Picsou, donc les enfants de Donald font partie de ce qu'on appelle la bande des Castors Junior. Voilà, bon. Bref, ceci étant dit, pour ceux qui n'auraient pas la ref, comme on dit chez les jeunes, si il n'y a pas de front républicain et qu'il n'y a pas de barrage, eh bien évidemment, les marges du pouvoir risquent d'être grandes ouvertes pour une majorité absolue, alors pas à 300 ou 400 députés, mais en tout cas à 289 ou 290, pour le Rassemblement national. Dès lors, on peut imaginer dans un tel scénario que, après le deuxième tour dans les urnes, se déroule un troisième tour extrêmement violent dans les rues. Et donc, on peut imaginer tout à fait une réédition quasiment automatique après la victoire et le soir même de la victoire du Rassemblement national, des émeutes ou d'un épisode de violence similaire aux émeutes Naël, parce que une grande partie, notamment je pense à l'extrême gauche, ne voudra pas accepter ces résultats et considérera que c'est un devoir moral que d'empêcher, de toute manière, y compris par la force, le RN d'exercer le pouvoir. On peut se retrouver évidemment avec un président Macron qui se posera en rempart face à cette dérive fasciste, lui qui veillera avec son copain Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, au respect des institutions et de notre grande démocratie et des valeurs de la République. La seule valeur de la République étant les valeurs que la République vient prendre dans votre portefeuille, les épargnants comprendront. Donc, voilà le principal risque. Et là, si vous voulez, les marchés face à un quasi-effondrement sécuritaire, économique de la France, là, ils pourraient prendre peur bien plus qu'avec
une petite dégradation de la note souveraine ou quelques petites difficultés qu'aucun impôt nouveau ne devrait pouvoir résoudre. Donc je pense que paradoxalement, le vrai danger vient plus de l'instabilité évidemment politique, d'une possible accession au pouvoir du Rassemblement national qui serait contestée dans la rue par une partie importante de la population et le risque d'un épisode quasi insurrectionnel, hein, où le côte à côte de Gérard Collomb passerait au face-à-face tant redouté. Est-ce que finalement ces tensions sociales que vous décrivez, qui sont vraiment anticipées, elles ne sont pas quelque part un peu provoquées aussi pour diviser et pour finalement créer une forme de chaos constant et donc une forme d'incertitude constante et qui ne permet pas d'avancer, de prendre des vraies décisions? Alors pour Et diviser, je ne ça, sais pas, c'est... mais pour masquer, certainement. Et je vais laisser la parole à Philippe, excuse-moi Philippe de t'avoir coupé, mais je pense que euh, historiquement, et Philippe confirmera ou complétera, mais je pense qu'historiquement, on voit bien que les crises ou les effondrements ne sont jamais la faute du pouvoir en place, hein. Il y a toujours une forme de bouc émissaire, il y a toujours une forme d'excuse. On ne pouvait pas prévoir, c'est la faute au Covid, on ne pouvait pas prévoir, c'est la faute à la guerre du Golfe, on ne pouvait pas prévoir, c'est la faute à la crise économique des subprimes, on ne pouvait pas prévoir, c'est la faute à l'accession du RN. Et puis bon, imaginez quand même mettre la faillite de la France sur le dos du Rassemblement national, ça serait quand même assez extraordinaire pour disqualifier au niveau européen l'extrême droite pour les siècles des siècles et les années à venir, que ce soit en France ou au hasard l'AfD en Allemagne. Alors, j'aimerais pas être candidat à AfD en Allemagne parce qu'il y a un taux de mortalité inexpliqué assez, assez surprenant. On en est à 7 candidats morts, alors souvent de causes dites naturelles, quand parmi les 8 autres grandes formations politiques allemandes, on compte un ou deux décès. C'est assez, voilà, il y a quelqu'un qui a fait les probabilités que 7 candidats de l'AfD décèdent, tandis qu'il n'y a que 3 candidats décédés parmi toutes les autres formations. La probabilité est de 0,1, 2, 3, 4, 5, 0, 14%. Voilà. Donc l'extrême droite est également fâchée avec les probas avant d'être fâchée avec le peuple. Alors ce qui est très très bien, c'est qu'effectivement dans ce que envisage Charles, je vois très très bien les Français se défouler de leur frustration et de leur haine du pouvoir depuis 2017. Ils ont rien dit quand les gilets jaunes ont été éborgnés. Ils n'ont rien dit quand beaucoup de Français et surtout de Françaises ont été empoisonnés par l'inoculat Covid, où est mon cycle, et il y a eu des tas d'autres euh, constatations hein, d'affections rarissimes qui devenaient extrêmement fréquentes. Les Français n'ont rien dit quand on a commencé à leur faire les poches pour donner l'argent du contribuable à l'Ukraine. Donc, si effectivement le RN arrive au pouvoir, il va prendre pour tous les autres. Et en plus de ça, effectivement, on pourra l'accuser d'avoir ruiné le pays. C'est vraiment là la seule formation politique qui n'a jamais participé à la gestion du pays depuis 1981. Hein, les communistes, les filles, les anticapitalistes, ils ont tous, à un moment ou un autre, eu un de leurs représentants au pouvoir. Les seuls qui ont jamais eu un seul représentant, c'est le RN, et c'est eux que l'on accusera évidemment d'avoir mis la France dans la panade. Et c'est tout à fait normal parce que le RN, c'est les Russes. Voilà, hein, donc le c'est les Russes, là aussi, il faut le sortir à bon escient. Bon, maintenant, le chaos social, Monsieur Macron en est le spécialiste et l'artisan depuis son élection. Donc c'était
les gilets jaunes contre les anti-gilets jaunes. Ensuite, ça a été les pro-vax contre les anti-vax, les pro-apartheid contre les anti-apartheid sanitaires. Et puis après ça, bah, c'est les fonctionnaires contre le privé. Et maintenant, évidemment, c'est la jeune génération contre les boomers. Hein, les seniors, ceux qui ont fait élire Macron 2 fois, ceux qui ont fait les castors également 2 fois aux législatives, maintenant, ben voilà, tout est de leur faute. Ils ont trop profité, on leur donne trop. C'est toujours la même méthode avec le président, désigner un coupable et cliver la population pour faire oublier que le doublement de la facture électrique, c'est Macron, pour faire oublier que des dizaines de milliards qui disparaissent dans le système mafieux ukrainien, c'est lui, et puis il continue de recevoir Zelensky en lui déroulant le tapis rouge. On oublie que le nucléaire saboté lorsqu'il accède à la présidence en 2017, c'est lui. Et ce qui fait que la France a plus assez de kilowatts, hein, il n'y avait plus que la moitié des réacteurs qui étaient opérationnels. Donc effectivement, là, l'appoint des éoliennes, du photovoltaïque, ça pouvait éventuellement se justifier. Si on remet toutes nos centrales nucléaires en route et à 65% de leur capacité, je parle même pas de 75% qui serait l'optimal, on a largement assez de térawatts et on peut même en exporter partout, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne. Donc des investissements totalement inutiles dans le renouvelable qui fait que le mix énergétique va coûter beaucoup plus cher sans aucune justification en termes de production d'électricité. C'est lui, hein, et on peut imaginer que il travaille, on va dire, en bonne intelligence avec le lobby des éoliennes, le lobby de la Big Pharma, alors, probablement par McKinsey interposé. En fait, le président a pris toutes les décisions qui coûtent cher à la France, qui coûtent cher aux consommateurs français et à l'entrepreneur français, la PME. Je ne parle pas de la multinationale qui fait 80 ou 85% de son chiffre à l'étranger, donc qui consomme une énergie souvent pas chère à l'étranger. Mais pour les entreprises qui sont, elles, en France, hein, et qui n'ont pas 72 filiales dans des pays à bas coût énergétique ou des paradis fiscaux, là, c'est terrible. C'est l'enfer énergétique et c'est l'enfer fiscal. Et je rappelle que pour qu'une économie prospère, il faut effectivement de l'énergie bon marché et il faut du capital. Et les entreprises françaises n'ont ni énergie bon marché, ni la possibilité, si elles sont franco-françaises, d'avoir du capital, des cash flows, parce qu'on leur pique tout. Et en désignant les boomers par verrou interposé, là encore, Macron fait un superbe détournement de l'attention, alors que les vraies causes des déficits français, c'est l'investissement dans le renouvelable qui ne sert à rien, c'est le soutien sans faille à l'Ukraine et sans contrôle, c'est tous les comités Théodule dans lesquels les copains de la Macronie et, je le répète, du PS sont recasés et avec, comme toujours, des salaires à 5 zéros, à plus de 6 chiffres, etc. Enfin, c'est le futur gouvernement pourrait très très bien n'avoir quasiment pas besoin de prendre des mesures impopulaires. Hein, pour rétablir un budget, il faut soit à un moment soit réduire les dépenses, soit il faut remettre un peu plus à la fin du mois. Sauf que là, les dépenses que l'on pense, enfin que nos dirigeants habituels envisagent de réduire, c'est toujours les dépenses en faveur du citoyen, jamais en faveur des obligés du système. Voilà.
Et les obligés du système, je le répète, c'est le lobby des éoliennes, c'est le lobby du photovoltaïque, c'est tous ces gens qui nous pompent le pognon et qui n'apportent évidemment rien au pays. Et la facture énergétique est une malédiction qui résulte uniquement de décisions politiques. On arrête ça et on va récupérer tout de suite 10-20 milliards. On arrête de rincer les copains, hein, et on récupère là aussi 20-30 milliards. Enfin, c'est un calcul qu'a fait Charles Gave. Sur les 1400 comités Théodule, on en supprime les deux tiers. Ça fait tout de suite des sacrées économies. On n'a pas besoin de supprimer 2 jours fériés ou de faire travailler les Français une heure de plus. Il suffit d'arrêter de rincer les parasites du système. Et ben, bien sûr que aucun des candidats qui ont le droit d'apparaître dans les médias, aucun de ces politiciens-là, avec leur logiciel, n'est pour faire le genre de coupe budgétaire que je suggère, puisque eux, ils en vivent. Donc, comme on dit, ils vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, effectivement, il y a un moment où le peuple sent bien qu'il se fait douiller. Donc, il est possible, et Charles est peut-être plus, plus dans la vibration, si j'ose dire, de la population, est-ce qu'il n'y a pas effectivement une colère immense qui n'attend qu'une étincelle pour se déchaîner? Et Macron, qui est très malin, voudrait que cette colère se déchaîne contre les tempes argentées et pas contre ses potes très argentés. Vous avez parlé un petit peu des entreprises qui sont constamment, qui font face à constamment de plus en plus d'obstacles. Est-ce qu'on doit craindre une nouvelle vague de faillite cette année, en fin d'année, Charles? Oui, on en prend clairement le chemin. Alors, Philippe a évoqué une idée très intéressante sur laquelle je voulais prendre 30 secondes pour revenir, qui était le capital, hein. Philippe parlait du capital et que les entreprises n'ont pas assez de capital pour investir, il faut du capital et de l'énergie. C'est extrêmement juste. Alors, je renvoie au début du capitalisme. Pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, je vous invite vraiment à vous renseigner sur Monsieur Gaudin, les fondateurs du poêle Gaudin, qui a construit le Familistère, etc. Bon. C'était un patron extrêmement social, tellement social d'ailleurs que il a donné toute sa fortune à ses employés. Donc, vous voyez, bon, il y avait une définition du succès. Et il embêtait beaucoup les communistes à l'époque, les communistes qui avaient ni fait la révolution russe. Bon, on était vraiment aux prémices du mouvement communiste. Et donc Godin qui était un patron extrêmement social, qui logeait ses salariés, qui prenait soin de leur santé, qui voulait leur amener la culture. Il avait construit un théâtre pour que les gens puissent avoir accès à la culture. C'était déjà dans l'éducation populaire, tous les enfants allaient à l'école, enfin bon, un truc absolument incroyable pour les années 1850. Bon, et il embêtait énormément les communistes parce qu'il proposait une alternative au communisme qui était vraiment fascinante et puis qui, elle, fonctionne et qui était quand même sur la base de la liberté du volontariat. Bref, Monsieur Godin avait une citation et une définition du succès. Et son équation du succès, c'était capital plus travail plus talent égale succès. Capital plus travail plus talent égale succès. Alors, si vous n'êtes pas talentueux, vous n'arriverez à rien. Si vous n'êtes pas travailleur, vous n'arriverez à rien. Et si vous n'avez pas du capital, vous n'arriverez à rien. Et si vous avez que l'un de ces trois, vous n'arriverez à rien non plus. Il va falloir les trois en même temps. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. En Allemagne, l'une des raisons pour lesquelles vous avez de grosses ETI, tout un tissu industriel, c'est que on ne vole pas les héritiers de génération en génération sous prétexte que l'héritage, c'est pas bien. D'accord? Donc l'héritage, c'est pas bien, ça, c'est une vision morale du truc. C'est une vision morale et c'est une vision socialiste. Bon. Pour pas dire communiste. L'héritage, c'est très bien, parce que c'est l'héritage qui permet l'accumulation de capital de génération en génération, et donc le développement des entreprises familiales et de ce qu'on appelle le capitalisme rénant,
qui est un modèle de capitalisme que l'on trouve en Allemagne, mais que l'on trouve également au Japon, et qui est un capitalisme qui marche très bien et qui d'ailleurs permet à beaucoup de gens de travailler avec du chômage beaucoup plus faible et une bien meilleure répartition des richesses. Et donc là, l'héritage, il n'est pas conçu comme étant le fait de filer des millions à des héritiers qui peuvent aller faire la bamboche avenue Montaigne ou dans les rues les plus huppées de Berlin. Non, c'est un héritage industriel, mais ça permet à ce capital d'être préservé de génération en génération, et donc de stabiliser le tissu entrepreneurial, industriel d'entreprise. Et c'est ce qui explique le succès du système allemand et sa résilience. Euh, En France, nous perdons nos PME de génération en génération parce que il faut transmettre. Et quand on transmet, malgré le pacte du trade qui est bien imparfait, eh bien, il y a des déperditions importantes. Alors, il faut favoriser cette accumulation de capital. Encore une fois, on peut la sortir de plein de règles et de plein de limitations permettant de s'assurer que cette accumulation de capital se fasse dans le cadre d'entreprises pour des investissements productifs et pas pour aller s'acheter des Ferrari ou faire la bamboche avenue Montaigne avec des sacs de grand luxe. Ça, on sait faire et je peux vous assurer qu'on a suffisamment de créativité fiscale et juridique pour assortir ça de toutes les limitations qu'on veut. Voilà. Donc, je voulais rebondir là-dessus parce que ce que disait Philippe était vraiment très, très, très important. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse, laisser la parole à Marie-Constance. Parmi les propositions phares de LFI qui se positionnent déjà dans l'hypothèse donc d'une censure suivie d'une dissolution où on va essayer effectivement de pousser ces pions vers les ors de la République, eh bien, parmi les propositions fortes de LFI, il y a la remise en cause de la loi Dutreil, l'abaissement du plafond des sommes transmissibles dans une succession hors impôt, l'alourdissement, le fort alourdissement de la taxation de la transmission des gros patrimoines. Donc, si vous avez une PME qui fait 30 millions, j'imagine que l'État espérait en récupérer 15 millions. Enfin, ce qui est fantastique, c'est que tout ce qui ne marche pas, tout ce qui détruit l'économie d'un pays, tout est dans le programme de LFI. Tout. Il ne manque rien. C'est fantastique. Et oui, je comprends qu'effectivement, là, les marchés puissent avoir peur. Et pour les Français un peu fortunés, il n'y a pas d'autre solution, si LFI arrive au pouvoir, que de renoncer à sa nationalité, hein. Et c'est très facile aujourd'hui d'acheter une nationalité différente, 300, 500 000 dollars, et vous vous retrouvez citoyen d'une île paradisiaque dans les Caraïbes, etc. Mais renoncer à sa nationalité française, ce serait le seul moyen de sauver ce qui reste du tissu industriel français. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de faire ce conseil aux patrons qui ont effectivement ce qu'on appellerait une petite fortune à préserver. Ils ont les family office pour ça, mais faut savoir quel est le risque hein, aujourd'hui en cas en cas de formation d'un gouvernement, d'une coalition qui comporterait LFI et qui remettrait en cause les règles actuelles de l'héritage qui sont déjà extrêmement défavorables en France par rapport aux autres pays européens, et je ne parle pas des pays asiatiques et des États-Unis où il y a zéro, bien sûr, taxation sur l'héritage, mais voilà quelque chose là, je rebondis sur ce que disait Charles, effectivement, la loi Dutreil, ça serait la première à être amendée, voire supprimée par un gouvernement de gauche qui nous veut du bien. Alors Charles, vous avez parlé un petit peu de l'Allemagne qui est assez résiliente, comme vous l'avez expliqué. Donc aujourd'hui, l'écart d'endettement entre la France et l'Allemagne, elle est assez importante. On a la France qui est endettée à 130% de son PIB, l'Allemagne à 60%. Est-ce que c'est une différence qui est soutenable à long terme? Et surtout, est-ce que l'euro peut tenir dans des conditions pareilles? C'est soutenable à long terme, Marie-Constance, à partir du moment où la France maintient au moins l'illusion de sa solvabilité.
C'est-à-dire, tant qu'on paye notre différentiel de dette, et ben, si on a envie d'être hyper endetté, de consacrer la moitié de notre budget au paiement des intérêts, et qu'on se serre la ceinture à due concurrence de ce qu'on doit payer, bah, si la France fait le choix d'être endettée à 130% et que l'Allemagne, elle, est à 60%, eh bien, l'écart de compétitivité, l'écart d'attractivité entre la France et l'Allemagne va continuer à s'accroître. Et donc, à un moment donné, de toute manière, l'appauvrissement de la France sera tel que ce ne sera plus possible. Donc, à court et moyen terme, est-ce que cet écart peut permettre à l'euro de tenir ou l'euro peut-il tenir malgré cet écart? La réponse est oui. Est-ce que à long terme c'est tenable? La réponse est non. Parce que si vous voulez, si cet écart dure trop longtemps, alors le différentiel de compétitivité globale entre nos deux pays sera tel qu'on aura tous intérêt d'aller s'installer en Allemagne. Alors, pour la petite histoire, cet été, j'ai pris un petit peu de temps pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté du Rhin. Donc, j'ai fait l'Allemagne, j'ai parcouru la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Suisse, l'Autriche. Et vous savez, euh, quand on va dans ces pays, et j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, s'ils en ont l'occasion et la possibilité, à aller découvrir un petit peu ces pays de l'autre côté, donc à l'est, hein, plutôt que d'aller au sud chercher le soleil, aller à l'est chercher la fraîcheur, vous verrez visuellement, vous percevrez de manière, allez, ce sera un sentiment qui va vous assaillir, hein, et des différences de sentiments. Alors ici, vous avez un sentiment d'insécurité, pour paraphraser un ancien ministre, garde des Sceaux, et puis bah, là-bas, vous avez un sentiment d'industrie partout, vous avez un sentiment d'usine partout, vous avez un sentiment d'activité économique très forte partout, vous avez un sentiment de sécurité important partout. Vous avez à peu près l'image de tout ce que la France a raté ces 50 dernières années qui vous saute aux yeux. Donc, n'allez pas faire du tourisme en Afrique, n'allez pas faire du tourisme dans les pays du Maghreb, n'allez pas vous mettre dans un riad à Marrakech, n'allez pas faire du tourisme dans le sud de l'Espagne, allez faire du tourisme dans les pays de l'Est et vous verrez tout ce qu'il y a de mieux que nous. Vous verrez la vitesse à laquelle, non pas les pays de l'Est nous ont rattrapés, mais la vitesse à laquelle, en réalité, en confort de vie, en liberté, ils nous ont dépassés. C'est extrêmement saisissant, extrêmement saisissant. Vous arrivez à Budapest, vous vivez à Budapest comme vous viviez à Paris il y a 30 ans. C'est euh, c'est incroyable, y compris même dans la manière de rouler, de vous déplacer, de ne pas être emmerdé par les feux rouges à tous les coins de rue. Vous avez des ondes vertes, vous traversez Budapest en 5 minutes. Si c'est pas en 5 minutes, c'est en un quart d'heure. Vous pouvez, les jeunes femmes peuvent se promener dans les rues, dans les tenues dans lesquelles elles le souhaitent, elles sont pas ennuyées. Vous pouvez vous promener à 2 heures du matin avec vos enfants, ce qui était mon cas dans les rues de Budapest, ça va très bien se passer. Et vous pouvez même revenir dans une zone qui serait chez nous une zone sensible pleine de HLM, qui date des années 50 et de l'ère soviétique, qui sont dans un état déplorable, mais parfaitement entretenus, avec pas un papier par terre et personne pour vous taper dessus quand vous arrivez. Donc, vous avez l'image de tout ce qu'on a collectivement échoué et raté quand vous allez vous promener euh, en Allemagne, en Suisse. Bon, en Suisse, c'est extraordinaire, hein. Vous allez à Berne, vous avez des piscines en libre accès avec une rivière en libre accès. C'est gratuit, hein. C'est gratuit, c'est en libre accès. Vous pouvez venir poser votre serviette. C'est un truc de 3 ou 4 hectares. Euh, et il n'y a pas une bande, il n'y a pas un problème de délinquance, il n'y a pas un problème d'incivilité ou d'insécurité, il n'y a pas un papier par terre. C'est quand même incroyable.
D'accord? Bon, nous ici, on est obligé de fermer des bases de loisirs parce que vous avez une horde de 200 ou 300 personnes qui arrivent. C'est arrivé dans une base de loisirs là où il y avait des structures gonflables sur un lac. Bon. Et donc, ils ont dû tout fermer et l'entrepreneur a fait faillite puisque il pouvait pas ouvrir, puisqu'il n'était pas capable d'assurer la sécurité. Donc, voilà, vous n'avez pas d'économie développée et d'économie saine sans le principe de base qui est extrêmement simple à comprendre, la sécurité physique, la sécurité physique et le respect de la propriété privée qui rejoint donc la sécurité physique, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de vous squatter, on n'a pas le droit de piller votre magasin, on n'a pas le droit de vous mettre le feu à votre voiture, on n'a pas le droit de vous détruire votre outil de travail. Et cette sécurité physique, eh ben, c'est aussi, par extension, une sécurité juridique, et on ne vient pas vous taxer à tel point que vous ne pouvez plus faire d'accumulation du capital et donc développer vos entreprises et vos business. C'est ça une économie fonctionnelle. Et si vous allez à Prague et que vous allez visiter le musée du communisme, chez des gens qui ont expérimenté le communisme, hein, qui l'ont vécu hein, pendant très très longtemps, avec un printemps de Prague, 30 000 morts réprimés dans le sang, hein, ils vont vous expliquer, ils vous expliquent tout le bien qu'ils pensent du programme de LFI, hein, parce que eux, ils l'ont vécu, hein, ils connaissent notre futur, hein, c'est leur passé. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout envie de recommencer le délire communiste, hein, pas du tout, hein. Est-ce qu'il ne faut pas Donc, justement toucher le fond donc ce sentiment de liberté, vous l'avez très fort là-bas et c'est ce qui manque aujourd'hui en France. justement, est-ce qu'il ne faut pas toucher le fond, passer par là pour espérer une amélioration, comme tous ces pays finalement qui l'ont vraiment traversé, qui l'ont connu? Macron nous a dit, hein, c'est plus facile de reconstruire quand on a tout détruit. Et je pense que sous cet angle, le septennat et demi d'Emmanuel Macron, plus ses années passées à l'Élysée, hein, dans un bureau proche de celui de François Hollande, puis ensuite à la tête de Bercy durant 2 ans, je pense que son travail de destruction est bien avancé et on n'est peut-être pas très très loin de la destruction totale. La destruction totale serait effectivement, comme l'a dit Charles, le chaos social où les gens se vengeraient sur le Rassemblement national de tout ce que Macron leur a fait subir et qu'il a été assez habile de détourner en expliquant que à chaque fois c'était la faute de telle corporation, de telle génération, voire bien sûr c'est les Russes. Euh, donc là effectivement on est peut-être pas loin d'une refondation du pays, mais rien ne changera, et là j'insiste, tant que les médias ne changeront pas leur fusil d'épaule et resteront inféodés soit aux gens au pouvoir, soit continueront de mettre en avant de la fausse opposition qui permet au pouvoir de rester au pouvoir. Et là, l'exemple des gouvernements Barnier et Bayrou, et peut-être demain d'un gouvernement fort, serait la preuve qu'avec 7 à 8% hein, des électeurs, vous arrivez à gouverner un pays si les médias jouent bien le jeu. Et c'est ça le problème, c'est que les médias, bien sûr, ne mettent jamais sur la sellette un ministre quand il vient aux 20 heures. Au contraire, on lui déroule le tapis rouge et on hoche la tête à chaque fois qu'il balance une contre-vérité énorme. Hein, les journalistes sont pas là pour challenger les ministres, les premiers ministres ou le président. Ils sont là pour lui permettre de dérouler ses éléments de langage et de détourner l'attention des auditeurs et de rejeter, hein, une prise de parole, c'est une façon de rejeter sa responsabilité sur la conjoncture, sur le Covid, sur c'est la faute à Poutine, etc., etc. Et tant qu'on est là-dedans, il y a peu de chances effectivement qu'on en sorte. Donc voilà, je fais un constat. Alors maintenant, on va nous demander, mais alors, quelles sont les solutions? Ben, je dirais que la solution aujourd'hui, elle est individuelle. Tout à l'heure, je parlais pour ces Français
un peu fortuné et qui verrait arriver un gouvernement un peu plus à gauche que celui que nous avons actuellement, il faudrait peut-être envisager de renoncer à sa nationalité française. Mais pour ceux qui ont de l'argent en France, je pense qu'il serait prudent d'en mettre hors, non pas seulement de France, mais de la zone euro. C'est pas un conseil que je donne depuis hier, mais hors de la zone euro, de façon à ce que si les choses se passaient mal en France, forcément l'euro en serait affecté. Et l'économie européenne, d'ailleurs, ne peut pas fonctionner avec une de ses composantes qui serait plus ou moins à l'arrêt. La France, c'est 18 ou 19% du PIB de l'Europe. Bon, si on est à l'arrêt, forcément, l'Europe va perdre des points de croissance. Il n'en a déjà pas, donc on passerait peut-être en croissance négative. Ça impacterait l'euro. Donc il faut détenir peut-être un petit peu, si on a la possibilité de le faire, bien sûr, un peu d'épargne hors des frontières de la France, hors de la zone euro, et puis bah, toujours évidemment détenir de l'or, de l'argent, qui sont négociables partout dans le monde. En France, ça l'est aussi, mais avec 10% de taxes à la revente ou 30% sur la plus-value. Alors que dans n'importe quel autre pays du monde, vous allez revendre vos pièces d'argent, vos pièces d'or, sans payer, sauf on va dire, la commission euh, de la boutique qui vous fait, qui vous rachète vos pièces. Il n'y a qu'en France où tout, de toute façon, tout est taxé. Et je le répète, hein, le gros danger, hein, c'est qu'on ne change pas de logiciel et qu'on continue de dire il faut remplir les caisses de l'État et non pas arrêter de dépenser de l'argent de façon non pas absurde, mais qui ne profite qu'à une élite et qui est tout à fait protégée par les médias. Alors Charles, vous finissez souvent vos articles par cette phrase, il est déjà trop tard, mais rien n'est perdu, donc on note quand même un petit peu d'optimisme dans cette phrase. Quel conseil vous donneriez aux gens qui nous regardent aujourd'hui pour justement aller de l'avant et affronter les obstacles qui vont se présenter dans les mois à venir? La fin de la phrase qui est préparez-vous. Et donc Préparez-vous. préparez-vous, c'est vaste. Vous avez, alors ça dépend évidemment de votre âge, de votre situation, de votre bon. Alors il y a un mot qui est très à la mode, hein, qui est le mot résilience. Alors la résilience, c'est la capacité à résister aux chocs, aux imprévus. Bon. Alors, vous savez, euh, il y a plein de manières d'être résilient, mais ça commence par son état d'esprit en réalité. Et je vous parlais tout à l'heure du sentiment de liberté que vous aviez dans les pays de l'Est, etc. Bon, vous avez, alors, il y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Bon, on peut être d'ici, on peut avoir nos familles ici, nos centres d'intérêt et de vie ici. Donc, pour beaucoup de gens, une expatriation, c'est pas une solution. Euh, Vous avez la belle histoire que souvent Charles Gave reprend, là, qui est les hommes des arbres et les hommes des pirogues, hein, qui est un conte africain. Et donc, les hommes des arbres, ils sont attachés à leur arbre. Donc, ils voyagent pas, ils restent au pied de leur arbre. Et puis, vous avez les hommes des pirogues qui, eux, aiment prendre les bateaux et aller explorer le monde. Bon. C'est comme ça, de tout temps, vous avez 90% des personnes sont attachées à leur arbre, à leur quartier, à leur rue, et ils n'ont pas envie d'en partir. Et puis vous avez 10% de voyageurs, d'explorateurs, et ça a donné Christophe Colomb ou Magellan. Bon. Euh, c'est comme ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 90% de mes compatriotes qui bougeront pas parce que il y a papa, il y a maman, il y a papy, il y a mamie, il y a les enfants, il y a mon village, et quand reverrai-je fumer ma cheminée. Et donc, c'est comme ça. Alors, comment on fait pour se préparer? Ben, on se prépare déjà en gérant notamment sa résilience professionnelle. Et donc, ce qui permet de gagner sa vie. Et ça, c'est ce que j'appelle dans mon triptyque PEL, patrimoine, emploi, localisation. Il faut gérer son emploi, son employabilité. Et donc, il faut se former, il faut régulièrement changer de métier. Voilà, il faut avoir cette vision dynamique de votre carrière. Le but dans la vie, après, c'est pas d'être riche, hein, c'est d'être libre.
Et souvent, être libre, eh ben, ça implique d'avoir un petit peu d'argent. Voilà. Donc, il faut savoir non pas rejeter l'argent. Si vous aimez pas les maths, vous êtes rarement bon en maths. Si vous détestez l'argent, vous en avez rarement. Donc voilà. Donc il faut avoir une attitude équilibrée et se poser les bonnes questions sur sur la gestion de son employabilité. Il faut évidemment gérer sa localisation. Quand on vit dans une grande ville ou quand on vit à la campagne comme moi, enfin en zone rurale comme moi dans mon petit coin de Normandie, on n'a pas du tout ni les mêmes charges, ni les mêmes contraintes, alors financières déjà, parce que le logement coûte beaucoup moins cher, et pourtant le salaire minimum est le même. Hein. Donc un SMIC en Normandie chez moi à 1 490 € quand un logement coûte 400 € par mois, c'est pas du tout le même reste à vivre pour quelqu'un que le même SMIC à 1 490 € en région parisienne où le logement va coûter à minima 800 ou 900 € par mois. Vous voyez bien que le reste à vivre n'est pas du tout le même. Donc là aussi, il y a des choix entre votre emploi et votre localisation et il y a il y a des choses intéressantes à faire. Je renvoie d'ailleurs à un reportage, je crois, de Capital, de Zone Interne, je crois que c'était Capital, intitulé La nouvelle hiérarchie des jobs, hein, où vous découvrez avec effarement que un avocat avec 7 ans d'études, commis d'office, gagnait 1 500 balles par mois, autant que la cliente femme de ménage qui gagnait 1 500 balles par mois et qui avait droit à l'aide juridictionnelle. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, la cliente femme de ménage n'en revenait absolument pas du niveau affligeant du salaire de son avocate. Donc, voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en perspective. Et puis, évidemment, vous avez la gestion de votre patrimoine, qui est le troisième pilier de votre liberté. Vous ne manquez pas de liberté. Et c'est ça que je veux dire à ceux qui nous écoutent. Nous ne manquons pas de liberté. Nous manquons d'utiliser pleinement nos libertés. Mais même si je vous disais qu'il y avait un sentiment de liberté bien plus fort à l'Est, nous ne manquons quand même pas de liberté. Pour paraphraser Macron, nous ne sommes pas en Corée du Nord. Pas encore. Nous n'utilisons pas la moitié des libertés qui nous sont laissées. Et donc, vous avez le choix de choisir votre emploi et vos métiers. Vous avez le choix de choisir votre localisation et là où vous habitez. Et vous avez le choix, évidemment, en partie, d'allouer votre patrimoine comme vous le souhaitez. Et donc, soit vous allouez votre patrimoine dans une magnifique BMW ou dans une très belle Audi d'occasion dont vous aurez beaucoup de mal à payer le changement des roues et l'entretien, ou alors vous investissez, je sais pas moi, dans une formation qui va vous permettre de vous reconvertir d'avocat tricard en plombier prospère dans l'investissement de votre propre entreprise en achetant plutôt une camionnette ou deux camionnettes ou trois camionnettes et en recrutant des gens et en devenant un entrepreneur prospère. Ce sont des choix, ce sont des libertés qui sont offertes aux gens. Donc voilà, se préparer, c'est ça. Et puis, eh bien évidemment, par rapport à tout ce qui pourrait être possible, eh bien, c'est de décider. Et décider ou ne pas décider, c'est déjà un choix. Quand vous faites le choix de ne pas décider, vous faites un choix. Vous faites le choix de renoncer à votre capacité de décision et à partir de ce moment-là, vous allez laisser les autres, vous allez laisser l'État décider pour vous. Si Philippe disait mettre un petit peu de sous hors zone euro, eh bien, si vous ne mettez pas de sous hors zone euro, bah, vous laisserez l'État décider ce qu'il peut vous prendre. Si vous n'achetez pas d'or, vous laisserez l'État décider ce qu'il peut vous prendre. Si vous l'achetez un peu, pas un petit peu d'or, vous laisserez la BCE décider de la valeur de votre monnaie. Si vous n'achetez pas d'actions en dollars, par exemple, allez au hasard des actions américaines, alors que le dollar est faible, euh, alors que l'économie européenne s'annonce compliquée, bon, il y a peut-être quelque chose à faire autour des actions en dollars. Bon, eh bien, si vous n'achetez pas d'actions en dollars, vous laissez la BCE et les gouvernements européens décider à votre place totalement de ce que va devenir votre patrimoine. Donc voilà, les pistes de réflexion, alors ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent s'abonner à ma lettre stratégie sur le site Insolentiae ou à ma lettre de bourse, qui est la lettre de la forteresse financière, mais si vous voulez, ce sont des réflexions, au-delà même des abonnements et des conseils que les gens peuvent aller chercher, ce sont des réflexions qu'ils doivent initier. Et puis bah, après, s'ils veulent aller plus loin et passer à l'action et prendre des décisions, eh ben,
ils iront prendre chez Agora, chez moi, prélever les conseils dont ils auront besoin. Mais la base de tout, c'est de comprendre que vous avez tous des paramètres de liberté sur la gestion de votre patrimoine, la gestion de votre emploi et les choix et les décisions autour de votre localisation. Ce sont les paramètres de votre liberté. Ce sont les éléments sur lesquels vous pouvez agir en décidant. Si vous décidez, eh bien, vous aurez fait le premier pas. Et je conclurai en disant simplement ceci, c'est que, et c'est pas de moi, hein, mais c'est extrêmement juste, un con qui marche va beaucoup plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Et donc, soyez le con qui marche, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas de complexe d'infériorité, de complexe de l'usurpateur. Non, non, rien du tout, d'accord? Soyez le con qui marche, le con qui avance va toujours plus loin que tous ces intellectuels qui restent assis. Faites, et pour faire, il y a une chose à faire, c'est d'abord on décide d'exercer sa liberté, et après tout le reste, c'est de l'intendance qui va suivre. D'accord, donc on agit et on ne subit pas. Très bien, Exactement. merci beaucoup Charles et merci Philippe pour l'échange. C'est très intéressant. On va évidemment suivre l'évolution de la situation de très près. N'hésitez pas à télécharger le dernier rapport des publications Agora qui se trouve en description de la vidéo. Vous y trouverez donc tous nos conseils pour faire face à l'alourdissement de la fiscalité à venir. Et encore merci à tous les deux et on se retrouve très bientôt pour suivre la situation ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.